Bien là, bonjour à tous. Nous sommes le 7 juillet. 7 juillet, c'est une date bien triste, puisqu'on va commencer tout à l'heure avec ce qui s'est passé en Haïti la nuit dernière, l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. On va en parler tout à l'heure avec un invité, Louis-Auguste Join, que nous avons au téléphone dans un instant. Ensuite, nous allons recevoir une dame qui connaît beaucoup de choses. Elle est docteur en sociologie, elle a été infirmière, elle a écrit beaucoup de livres. Elle a écrit un ouvrage qui est intéressant qui s'appelle Folie douce et fou enragé. Puisque vous savez bien qu'en Guadeloupe, on utilise beaucoup ces deux formules. Quoi dire non, folie douce, monsieur né, ou bien monsieur fou enragé. Elle va nous expliquer un peu pourquoi elle a fait cette anthropologie guadeloupéenne, on va dire. Claude Barfleur. L'opposition municipale à Pointe-à-Pitre, bien sûr. Pourquoi? Parce que le centre des arts est occupé depuis 2 jours par un collectif d'artistes, on va dire, dirigé par l'ANG. Ça cause des problèmes parce que la question du centre des arts, c'est une question qui est récurrente depuis 12 ans. Claude Barfleur, il y a à peu près 6 mois, avait produit un article dans CCN sur cette question. C'est la raison pour laquelle nous le faisons venir tout de suite chez nous. Et puis, la rubrique culturelle, comme chaque semaine dans le ZCL, José Thioulopin chronique, mais c'est l'habitude. Et puis, Martine Fazer, la culture selon Martine, voilà, on a fait le tour. Sinon, tout de suite, on part en direction de monsieur Louis-Auguste Join. C'est un Haïtien, l'écrivain haïtien, il vit en Guadeloupe depuis quelques années. Il connaît très bien son pays, bien évidemment, puisqu'il est haïtien. Et il est, comme nous, un petit peu choqué de ce qui s'est passé la nuit dernière. Lui, Auguste Join, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions en direct. Alors, comment vous qualifiez ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes surpris de ce qui s'est passé en Haïti la nuit dernière? Eh bien, bien sûr que tout le monde, en quelque part, est choqué par cet acte qu'on peut qualifier comme un acte barbare, parce que si on cherche la solution au problème du pays, c'est pas toujours par ce moyen inhumain qu'on doit passer pour le faire. Oui. Donc, je pense qu'en quelque part, toute personne raisonnable doit se sentir choquée et déplorer cet acte. Cela dit, la situation en Haïti, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, est particulièrement tendue, dangereuse, kidnapping, assassinat de journalistes, assassinat d'infirmières. Il y a une dérive en ce moment en Haïti. Bien sûr, on peut dire que depuis quelques semaines, il y a une aggravation de la situation, mais cette situation a duré depuis déjà des années. Oui. Particulièrement ce qui se passe dans le pays depuis déjà 2 ans pour y arriver jusque-là. Donc dans cette situation d'instabilité et d'insécurité sociale, beaucoup de personnes ont perdu leur vie et actuellement, c'est le président même qui a perdu sa vie. Oui, et donc ces gangs armés qui pilulent, on dit qu'il y a environ 3000 de ces gangs. À votre avis, que veulent-ils vraiment? Parce qu'ils ne sont pas accusés d'avoir tué, assassiné le président. On dit que ce sont ce qu'on appelle des sicarios, c'est-à-dire des gens des cartels de drogue de l'Amérique latine qui auraient commandité ce meurtre. Mais ces gangs... comment on peut juger leur action? Qui les manipule derrière, à votre avis? Ah, ça, je n'ai pas les éléments pour pouvoir l'analyser. La seule chose, c'est qu'on dit que, et c'est d'après les déclarations du ministre intérimaire, du Premier ministre intérimaire, on dit que ces gangs, ils ont des expressions en espagnol et en anglais. Tout semble montrer que c'est un groupe mercenaire, un commando qui ne vient pas directement de Haïti, oui, et qui vient d'ailleurs. Ce qui veut dire, quelle est la main invisible qui est derrière cette situation? Pour le moment, moi personnellement, je n'ai pas des éléments pour pouvoir l'analyser. Oui. On ne peut faire que des interprétations. Mais il faut aussi souligner, Monsieur Join, que le président qui a été assassiné était très contesté depuis quelque temps, puisqu'il refusait de quitter le pouvoir. En fait, son élection avait eu lieu en 2017, et logiquement, il aurait dû quitter déjà le pouvoir, et il refusait de partir. Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que depuis 2 ans, parce que si depuis janvier 2020, il n'y a plus de députés et de sénateurs, donc pas de pouvoir législatif, oui, le gouvernement, pouvoir exécutif est dirigé par décret seulement, donc c'est une anomalie constitutionnelle. Oui. Et deuxièmement, depuis février
2021, il y a une grande protestation pour demander le départ du président parce que son mandat est censé en principe terminer. Mais lui, il retorque qu'en fait, il a fait 4 ans sur 5 ans de présidence. Donc, il voulait rester jusqu'en 2022 dans cette situation de dispute, je dirais. Donc, cet acte est tombé. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est l'incertitude qui plane sur l'avenir immédiat d'Haïti, à savoir pas de président, pas de chambre législative. Et qu'est-ce qui va arriver? Il y a deux premiers ministres en ce moment. Hein? Oui, il y a 2 premiers ministres, c'est-à-dire un premier ministre qui devrait passer... Qui a été nommé il y a 3 jours, et puis un ancien. Oui. Exactement. Donc il faut dire que le nouveau n'a pas encore pris possession, c'est l'ancien qui est intérimaire qui gouverne en quelque part pour le moment. Et le nouveau n'est pas encore nommé, mais n'est pas encore... il ne sera pas nommé, en fait. Il sera pas nommé. Il faut dire cette nomination anormale. Oui. Nomination anormale parce que un Premier ministre qui n'est pas légitimé par un pouvoir législatif, qui est simplement nommé par le président, et maintenant le président n'est plus là, et vous voyez dans quelle situation on se trouve. Oui. C'est-à-dire que l'avenir immédiat du pays est très incertain. Et on peut se poser pas mal de questions sur comment arriver à un nouveau gouvernement et pour arriver à un gouvernement constitutionnel, etc. Oui. Donc, ça veut dire que les semaines qui sont à venir sont appelées à beaucoup de disputes ou discussions pour pouvoir arriver à un gouvernement provisoire. Oui. Gouvernement provisoire pour aller vers organiser des élections. Des élections pour arriver à un gouvernement constitutionnel. Tout cela montre la complication qui est devant nous et dans un contexte insécuritaire où on peut dire qu'actuellement, ce sont les gangs qui gouvernent dans le pays. C'est-à-dire que les gangs font la loi et la police a même peur des gangs. Oui, tout à fait. Alors, en Haïti, en ce moment, il y a une crise institutionnelle, une crise politique, une crise économique et même une crise sanitaire, puisque le vaccin ne fonctionne pratiquement pas en Haïti. Ça signifie que la situation est extrêmement compliquée. Est-ce que ça ne va pas encore créer une intervention des impérialistes américains ou autres qui viendront, entre guillemets, mettre de l'ordre en Haïti? Bon, comme je peux le rappeler, de 1994 à 2018, Haïti avait été dans cette assistance internationale qu'on peut appeler une sorte d'occupation. D'occupation, oui, c'est ça. Et oui. maintenant, dans l'ingérabilité de cette situation actuelle, on peut se demander est-ce que de nouveau cette communauté internationale ne va pas profiter de l'occasion pour revenir Voilà. car la situation paraît ingouvernable actuellement. Un dernier mot, monsieur Join. Quel est le message que vous pouvez, vous, en tant qu'Haïtien vivant dans la diaspora, délivrer aux Haïtiens qui vivent en Guadeloupe? Eh bien, premièrement, ce que je peux dire, que le peuple haïtien est un peuple qui est habitué à la résistance. Oui. Certains l'appellent la résilience. Oui, aussi. Donc, la résistance du peuple, c'est de continuer à ne pas tomber dans le désespoir, dans le découragement, à Oui. ne pas tomber dans la résignation, mais de toujours travailler avec patience et détermination pour un avenir meilleur, pour changer la donne. C'est le souhait que je peux faire au peuple haïtien, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bien. Bien, monsieur Join, je vous remercie et puis on va continuer bien évidemment à suivre ce qui se passe dans votre pays pour les Guadeloupéens et les Haïtiens, Martiniquais aussi, qui vivent là-bas et aussi qui voulaient peut-être rentrer au pays, mais je pense que ça va être particulièrement compliqué. Voilà, je vous remercie. Merci, je profite pour vous dire merci aussi aux médias qui s'intéressent pour faire connaître la situation d'Haïti. Et pas seulement qu'il y a en période de crise, puisque régulièrement nous parlons d'Haïti dans notre émission. Il est 12h45. Alors, je vous l'ai dit, on va quitter Haïti, on va revenir en Guadeloupe et on va parler de cette anthropologie créole, entre guillemets, écrite par Mme Marilyn Dabrion. Mme Marilyn Dabrion a été infirmière. Elle est docteur en sociologie. Elle a avec un ouvrage qui est intéressant, j'ai eu plaisir à lire, Folie douce et fou enragé. Ça parle de deux expressions très guadeloupéennes, folie douce et fou enragé. C'est bien ça, au départ, l'idée de cet ouvrage.
L'idée de cet ouvrage, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne en Guadeloupe, les questions de santé mentale. Oui. Et en passant, on doit partir du réel. Oui. Le réel, c'est l'appellation de la maladie mentale. On parle de folie douce et on parle de fou enragé. Oui. Mais c'est une classification guadeloupéenne, Oui. pour ne pas dire créole. Merci, Voilà. merci. Mais vous savez, comme j'écris en France métropolitaine, Oui. j'ai une vision un peu d'abord internationaliste, Bien et sûr. puis je veux que les gens comprennent ce que j'écris. fait. Donc pour le métropolitain, quand on lui Vous voulez parle dire pour de le créole, français? le français métropolitain, quand on lui parle de créole. Français, il n'y a pas de français métropolitain, il y a des français. Ah oui, mais c'est des positions idéologiques. Parce que quand je suis en France, quand je dis je suis guadeloupéenne, Oui. on me regarde et me dit comment t'es français. Donc il faut que je rectifie. Ah, vous rectifiez? Mais Moi, je rectifie pas. pour me faire comprendre par mes interlocuteurs. Je ne suis pas venu en France pour les agresser. Mais Je suis en résidence en France. Ah, merci de le dire. Et je suis guadeloupéenne. Merci. Voilà. Alors, Merci donc il y a beaucoup. il y a une folie guadeloupéenne, c'est ce que vous êtes en train de dire? Mais la question de la folie, la question de la maladie mentale, Oui. c'est une notion universelle. Ça, c'est clair. Ensuite, l'appropriation du terme par des gens qui vivent en un lieu donné, Oui. elle est peut-être différente. C'est Mais clair. ce qui est intéressant, c'est que derrière cette appellation, il y a tout un vécu. Oui. Et la façon de gérer cette difficulté, c'est ça qui est différent. Parce qu'aux Antilles, on est d'abord absorbé par la vision magique des choses. On n'est pas dans la classification scientifique des différentes maladies mentales. Pathologique. Et c'est ça qui crée un gap, voilà, Oui. entre soigner avec des outils universels, mais que l'individu et la famille de l'individu qu'on a à soigner n'adhèrent pas à cette universalité. Donc comment faire les gens qui soignent en France? Oui. Donc cette situation, je l'ai vécue pendant 24 ans. Vous l'avez vécu d'abord en Guadeloupe. 24 ans, Oui. j'étais infirmière, puis je suis passée cadre de santé, cadre supérieur. J'ai enseigné un petit peu aussi la psychiatrie en Guadeloupe. À l'IFSI, je crois. Voilà, à l'IFSI. Et je vis en métropole. En France, vous voulez en dire? France métropolitaine. Merci. Parce que mon cœur est là-bas. Mes fils vivent en métropole. Voilà. Donc je vis à côté de mes enfants. D'accord. Et je m'épanouis Là-bas. là-bas. Alors, vous écrivez, j'ai noté ça, la folie douce est parfois aussi une malédiction expiatoire. Et on dit en Guadeloupe, il y a une malédiction. Mais voilà. Oui. Donc la question de malédiction, quand vous êtes dans un hôpital psychiatrique en France et que vous parlez de malédiction, Personne ne vous comprend. Personne ne vous comprend. Oui. Par contre, quand vous avez un Antillais qui est hospitalisé en métropole et que vous êtes infirmière française, ça vous convient mieux. Merci, je vous préfère. êtes infirmière française. Oui. Vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce qu'elle délire ou pas? Oui. Eh bien non, elle n'est pas en train de délirer. Oui. Elle fait ce qu'on appelle une rationalisation. Elle donne une explication par rapport à sa culture. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'est pas malade pour autant. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, c'est en partant de notre vécu quotidien et de notre façon de qualifier les problèmes psychiatriques que vous êtes arrivé à ces deux catégories qui existent de toute façon dans notre langue, folie douce et folie enragée. Alors, folie enragée, le cas du monde, il faut enrager. Quelle est la différence entre un monde qui faut enrager et quelqu'un qui a une folie douce? Parce que visiblement, folie douce, on laisse passer. Mais là, il faut enrager, on va laisser passer. Mais oui, mais c'est ça qui n'est en Guadeloupe. C'est-à-dire que folie douce, ou qu'à laisser y passer, Ouais. mais ni des folies douces, qui est aussi dangereux. Bien sûr. Parce que ni un monde qui folie douce, il peut délirer et il peut arriver à délirer si un monde bon. Il aimait tel monde l'aimait. Ouais. Il peut embêter mon là. Ouais. Il Il peut va comprendre que mon n'a pas aimé. Ben, voilà. Ouais. Et c'est plutôt ça. Mais ça, c'est en folie douce quand même. C'est en folie douce, mais C'est pas est-ce en que- limbé, c'est des en folie douce, on délire. Oui, oui. Mais parce qu'il n'a pas fait bruit, pas fait des ordres, Ouais. folie la douce. Je crois dire laissez Voilà. tranquille. Mais pas parce qu'elle est douce, c'est pas dangereux. Oui. On peut une folie douce et peut suicider. Tout à fait. On peut une folie douce et tuer Timonaï. Voilà. Donc, Alors- folie fou enragée là, c'est les mouna qui a fait des ordres, il a envie de mon coup et tout ça. Mais dans le langage universel, fou C'est enragé, catégorie universelle, pas parce que ou ka ba
ou voulez ba mon coup ou dangereux, après veut dire que ça plus dangereux. Oui. Voilà, parce que parfois, ou ka protéger vous avant on moun attaquer. Donc parfois, c'est ça qu'on enseigne. Parce qu'on continue à enseigner, même si à la retraite, on enseigne à infirmière. Ça bon. On enseigne à infirmière. Et on expliquer que l'agressivité d'un malade n'est pas premièrement dirigée contre vous. C'est d'abord la meilleure façon qu'il a de se protéger. Voilà. Donc, on peut voir déjà premier paradoxe, puisque ou peut un fou enragé qui est moins dangereux, alors qu'il a fait le mouvement, il a essayé d'agresser les gens, et on peut une folie douce. Voilà. Donc, qui j'ai encore fait famille à moun comprendre que même si Timouna il y a une folie douce, mais il faut soigner quand même. Tout à fait. Ou bien, moun ça. Il colère, il a débattu et tout ça, mais peut-être, si vous essayez de trouver cause à colère là, cause à problème là, il peut être moins dangereux que quoi. Donc c'est tout un problème. Mon qui a soigné en Guadeloupe, il n'y a ni problème. Alors, il n'y a ni problème, mais il n'y a pas ni, parce que là où il a soigné en Guadeloupe pour infirmière, si vous avez adhéré à la classification là, qui j'ai encore fait? Là, il y a une famille dit comme ça, si mon amour, c'est sorcier, il fait parce qu'il est malade. Les pratiques magico-religieuses rentrent aussi dans... Ah, mais c'est l'explication, hein? C'est l'explication primordiale. Qui famille, qui pas qu'à dire à pomper... Il y a un coup de sorcier. Ah, ben voilà. Ouais. Mais même à dans publicité azote, on a vrai, ils ont fait publicité pour les gens qui ont éloigné, qui n'ont ça, magie noire. Ouais. Donc, les gens qui ont quoi magie noire. Mais en Guadeloupe, parfois, même au cancer, ils ont dire, son sorcier, ils ont fait pour cancer. Ils ont une maladie. Ils ont une maladie voyée. Oui, une maladie voyée. Donc, c'est très compliqué. Vous qui avez soigné, à qui modèle vous avez adhéré? Est-ce que vous avez adhéré à un modèle local là, ou est-ce que vous avez adhéré à un modèle universel? Alors, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Quand vous écrivez ce livre, qui peut être lu par des infirmiers et des infirmiers français de France, mais qui ont soigné des Guadeloupéens ou des Martiniquais, ou en tout cas des gens... mieux comprendre. Est-ce qu'ils se comprennent réellement ce qui se passe? Mais c'est but à ça, c'est pour mieux comprendre. Livre là, ça, 3 types de monde pays. C'est-à-dire que n'importe qui monde, même si vous n'avez pas une grande instruction, ou qu'à lire ni débuter, on peut comprendre. Ou des professeurs, ou pas une grande instruction. OK? Bon, voilà. Donc, ensuite, ni infirmier, en formé un paquet d'infirmiers, et j'ai envoyé un certain nombre d'ex-élèves en moins, ils n'ont qu'à comprendre, mais à un deuxième niveau. Parce que, on a des collègues ici qui ont dit, moi, ni une certaine défaillance à la prise en charge par rapport à jeunes infirmiers et tout ça. C'est encore notre problème. Parce qu'ils ont changé le programme là, ils n'ont pas enseigné en psychiatrie. Donc, ces jeunes mounans n'ont pas de difficultés. Donc, deuxième public. Et troisième public, qui sont un public à chercheurs. Les gens qui ont besoin de connaître, qui identité, qui photo, ils ont mettre si mode de soigner à mon en Guadeloupe. Parce qu'il y a d'autres butins encore qu'on pas trouvé dans le livre mais qui existent, c'est que nous en Guadeloupe, il y a des gens pour qualifier chaque maladie. On ne peut pas parler en psychiatrie, mais là, on peut parler de langue ici en Guadeloupe. Ça ne peut pas créer créole. Mais on a créé maladie là, on a des gens, on infirmière ou un infirmier qui pas connaître langue là, il va comprendre rien. Il peut comprendre. Ouais. Mais moi, on a une maladie en bol à genou au moins. Bol à genou, à bon terme français, on dit le bol de mon genou, on dit que c'est le bol de mon genou. Ouais. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que là on peut manifester ça par des choses très concrètes, pas montrer genou ou comme machin tout ça. C'est difficile, mais c'est encore accessible. Mais l'année magique là d'ailleurs. Mais là, c'est un butin qui est abstrait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher. Est-ce qu'en schizophrénie, il bleu ou vert? Voilà. On a hallucination, qui j'en y est. Nous, quand on dit hallucination, c'est perception sans objet. C'est-à-dire que mon a dit, il y a tant de familles qui ont parlé, qui jamais. Il y a une vraie vision. Parce que nous sont les zombies, les esprits. Les zombies et tout ça. Donc, il y a vrai. Donc, au monde qui a halluciné, là, il a dit, son mort, il voyait bail, et il a vraiment là, qui j'en quoi faire pour traiter. Surtout celui qui a dit, il a vu. Mais puisqu'il a vu réellement. Parce qu'en science médicale, son perception, son objet. S'il n'est coiffé, il a vu. Ah ben, s'il n'est coiffé, il a vu. Mais là, on introduit une autre croyance encore. Ça veut dire que vous-même, ou qu'à quoi, qu'un monde,
pénis en caractéristiques qui permettent lui des vrais ambitants parce qu'il fait ton genre. Il a toujours dit moi quand on est coiffé. Ah ben oui, mais on est coiffé, mais est-ce qu'on a des petites hallucinations? Ah ben, l'antépigeon dans le cas vrai débutant, hein. Ah ben, et t'attends bien toujours. Ah ben c'est des hallucineuses. Oui. Donc à crier ça. Ou peut ni des tibitins, des perceptions, ou pas obligé qu'à délirer pour autant. Ouais. Mais ces explications là, ça, moun longtemps, t'es kabay à Timoun, il a ni des perceptions sans objet. D'accord. Voilà. Ouais. Mais c'est des butins compliqués, très très compliqués, mais superbement intéressants. Ah non, Voilà. mais bon, si il va la radio, il est vraiment bon. En fait, ce qu'on dit, son livre à 3 niveaux, pour 3 qualités de monde, mais pour monde qui a infirmières ici, qui pas fait catégorie là, ça, qui pas comprendre ça, et surtout qui pas ni toute instruction là à l'IFSI, parce qu'on sait bien, en point des infirmières, au niveau à l'IFSI, il y a pas des tibitins, il y a fonctionner. Donc, son livre qui est intéressant, il reste demandé ensuite. Bon, avec une suite. Oui. Bon, dire ça. Alors, par contre, pour affaire, c'est infirmière là par rapport à connaissance à yon On peut dire psychiatrie. infirmière, hein, que je le On fais. pas dire infirmière. Chaque monde a dit Jean Yoflé. Moi, je dis infirmière. infirmière. Donc, Où sont Saint-Oise, c'est pourquoi? en famille c'est 13. Oui. Bon, en cas dit Jean Paysan d'Onyx, pas embêtez-moi. Bon, dire ça. Eh bien, affaires connaissance là en psychiatrie. Oui. Les moins formés en psychiatrie, en tant qu'infirmière, tennis pratiquement spécialité. Vous avez qu'à apprendre ça. Ouais. Et puis vous avez qu'à apprendre sur le terrain aussi. Donc vous avez un paquet de bagages pour comprendre le monde. Oui. Après ça, l'État français décidé de transformer. Parce que tenir infirmière en psychiatrie, infirmière en soins généraux. Ouais, ouais. En 92, ils ont dit une seule catégorie infirmière. Mais ils n'ont pas fait 1 et 1. Font 2, c'est-à-dire, ça, on peut apprendre en psychiatrie, ça, apprendre ce jour. Non, ils ont fait 1 et 1 font 1. Oui. Ça veut dire qu'ils ont divisé connaissance par 2. En 92. En 2009, ils ont fait... Donc, CDU là-bas, c'est bien rien, là. Attends, en 2009, ils ont fait ce qu'on a crié réforme universitaire. Parce qu'on est infirmier à présent, c'est un monde qui a un niveau universitaire, bac plus 3. Ils ont fait... division là, ils ont déjà fait diviser par 2 là, ils auraient divisé par 2. Ouais. Donc, les gens doivent apprendre par eux-mêmes. Ouais. Et infirmières à présent, ils n'ont pas ni infirmières en psychiatrie, qui travaillent malades mentaux. Ils n'ont pas ni suffisamment de connaissances. Mais c'est pour ça, moi peut-être encore j'en profiter de ça, parce qu'on va rester toujours en actualité, puisque l'État français a payé moun pour former tout infirmier qui veut travailler en psychiatrie. Donc en France, on a fait formation continue, on a formé ces infirmières-là. Mais il n'y a pas ni ici question psychiatrique Guadeloupe, on a formé en général. Oui. Alors c'est pour ça, vrai, en début à livre en moins, tous ces livres-là publiés là. Mais voilà. Mais il y en a dit, moi, justement, en vrai, qui dit non, analyse de pratique. Guide pédagogique pour l'analyse de la pratique professionnelle infirmière. En cas quoi, il faut l'infirmière Guadeloupe. Eh bien, ça, c'est un livre plutôt pour les gens qui enseignent par infirmière. Ah, d'accord. Et ni on note qui se former à l'analyse de la pratique professionnelle. On doit regarder. Ouais. Et ça, là, c'est infirmière. Ouais. Mais de toute façon, on peut parler de ça une autre fois parce qu'on va venir à un colloque international en avril à l'université, voilà, en Guadeloupe, de pédagogues internationaux. Ça, on peut parler de ça sur les zones. Et on peut présenter ces deux livres-là, ça. Eh ben, voilà. Nous, avons dit merci de venir. Et on a dit comme ça, même pendant là, ça t'est bien que vous profitez pour faire une petite conférence pour ces infirmières en nous là, parce que. On t'est bien aimé, mais ça, j'aurais bien aimé, on t'est bien aimé ça. Ouais. Mais on a un problème, nous, ni en Guadeloupe. Non. On a fait formation, regardez ballon livre qui est là. Ouais. On a écrit de la France, on a dit. On a occupé des formations continues en Guadeloupe. Est-ce que vous n'avez pas envie de parler de tel butin? Pas de monde pas répondre vous. Heureusement, on invité au côté de voilà. ça. Moi en France, tout organisme en formation continue. Moi en vacances. Ouais. Madame Debrion, qu'est-ce que vous faites en octobre? Nous avons m'embarrassé vers mon café. Malheureusement, c'est ça le problème à payer en nous. Donc, problème non, petit genre bizarre. Ouais. Mais en parlant, sont par rapport à ça. Donc, on y force toujours. Et on connaît le pays en moins. Bon. Même si ou pas qu'à faire crier moins parler, faut attendre un colloque international qui vient ici avec français, américain, toute qualité de monde voilà qui est veillé. Faut attendre ça
pour yo dire, viens parler d'un bitan qu'on connaît en Guadeloupe. Mais on peut continuer quand même et on peut continuer. Donc ça, c'est un premier si Guadeloupe. Ouais. Mais on peut faire, on y d'autres, voilà. On peut sentir ni ballon et... Non, on peut faire, on livre tous les 6 mois. Alors, on juste présenter un livre qui sorti paraître. Entendre parler de ça, on trouve ça très intéressant. Faut lire ça. On trouve ça très intéressant. En radio, merci, Manda Bouillon de Tevin là. En radio Dabouillon, quand tu peux crier Dabouillon. C'est pareil, c'est même idée là. C'est même nom là, c'est Ula qui est à voilà, il fait faute syntaxe, il fait machin, après c'est même famille là. Bon, ben. Je suis très content d'inviter moi, M. Zandonis. Mais ça, normal, on va inviter tout le monde qui a dit. Merci beaucoup. Mais ça, on a dit, on pas savoir si vous avez trouvé le livre là en Guadeloupe, hein, parce qu'il y a des problèmes à port et tout ça. Mais si vous voulez, si vous avez sur Internet, vous avez fait Folie douce et fou enragé, Marlene Dabrion, et vous avez vrai en latilier. Ouais. À côté, vous avez vendu le livre là. C'est qu'on s'en rappelle, c'est qu'on l'envoie sur Internet en criant et vous voyez moi. Voilà. Ok, merci. 13h01, nous avons dit Dabrion merci, et nous avons dit effectivement le livre là, ça surtout infirmière, mais pas seulement infirmière, Folie douce et fou enragé, vraiment son livre à lire, comme on était dit avant, pour noir et masque blanc, l'estime de soi, bien comme ça, eh bien, le livre là, c'est un cas qu'ils font dalle. Merci de venir. Merci, M. Danzonis, et merci pour tout Guadeloupéen qui écoute moi. Et on l'a écouté en France aussi. Alors, ça croit que les métropolitains, je ne comprends rien parce qu'on parle créole. 13h02, nous avons dit... c'est langue à moi, d'accord. Quel problème? Non, pas de problème. Ça, au contraire, pas de problème. Nous avons pris un petit campo là et nous avons trouvé un petit moment pour suite là, parce que nous avons souvent dans un petit moment, M. Claude Barfleur, il y a dans l'opposition municipale La Pointe, et nous avons bien fait depuis 2 ou 3 jours à l'endroit 310 ans. Nous avons parlé de ça. Avant ça, nous avons pris un petit campo. Il a fait. D'un bâtiment, un bâtiment pratiquement déçu études, je vais parler du Centre des Arts. L'ancien Centre des Arts, fermé depuis 2009. Et avec nous, on a un opposant du maire actuel, Claude Barfleur, qu'on salue. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de Canadis et bonjour, M. Zandronis. Merci d'être avec nous. Avant de parler du Centre des Arts, on va parler d'un problème quotidien en Guadeloupe, le problème de l'eau. Le SIAG était en grève hier. Il y a quelques négociations. Les choses ont un peu avancé. On regarde ce reportage de Michel Léon. Bien, bonjour la population. Dans un premier temps, en TV, présenter les autres excuses par rapport à tous les camarades, tous les collègues en main. Puisque bien évidemment, quand nous toujours disons, là, où nous en mouvement, c'est que pour un camarade, nous pas les usines, nous pas qu'à travailler, en les sites de travail, nous pas qu'à faire pour une activité. Puisque vu gens là, ils ont comporté avec nous par manque de respect et par nous qui disons un petit peu d'hypocrisie. Donc nous décidons que nous allons mettre un frein à ces qualités de comportement là ça. Donc nous décidons d'arrêter de travailler, sortir sur les lieux de travail et mobiliser nous pour que le mouvement nous puisse aboutir. Donc aujourd'hui là ça a un résultat qui est très raide. Nous encore une fois nous excusons nous auprès à pour ça, mais il en va de l'avenir de l'ensemble des salariés puisque nous besoin lettre de transfert en nous qui est plus important pour nous intégrer SMO là avec tout droit en nous dedans parce que yo besoin plus chez nous pour yo mettre nous sans slip. Donc nous pouvons accepter ça. Nous avons avancé d'abord sur la première des revendications qui consistait au financement du plan de départ volontaire que j'ai obtenu hier soir avec une réunion avec le président de région, le président du département et le préfet. Donc nous avons pu trouver les sommes pour pouvoir payer ce plan de départ volontaire pour à peu près entre 20 et 25 salariés. Donc ça, ce premier point a été dégagé. Le deuxième point maintenant, nous sommes sur les discussions concernant des propos qui ont été tenus au niveau du préfigurateur qui ont gêné l'organisation syndicale. Et donc je suis en train de ramener un certain nombre de vérités pour les rassurer sur leur avenir. Parce qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes par rapport à des propos qui ont été tenus. Et j'ai tenu avec l'organisation syndicale à faire un point d'ordre sur la réalité. Et nous avons dû mettre en place des mesures de sécurité parce que très tôt ce matin, un individu est venu avec un fusil menaçant. Et donc j'ai demandé s'il y a des mesures de sécurité mises en place pour protéger à la fois le personnel du SIAG, mais aussi toutes les personnes qui sont dans les négociations. J'ai prévenu M. le préfet pour demander un renforcement des forces de gendarmerie. Donc tout le monde, là, je ne sais pas qui, et il est reparti. Il a remis le fusil dans le coffre de sa voiture et il est reparti. Donc il voulait tuer quelqu'un, donc je ne sais pas qui, du SIAG. Donc je vois qu'il y a une exaspération au niveau de la population, mais ça ne justifie pas qu'on puisse venir avec une arme, menacer des discussions que je suis en train de mener pour sortir de cette situation de grève
de permettre aux Guadeloupéens de retrouver de l'eau dans leur robinet. Donc j'en appelle à la raison et demander à tout un chacun de rester raisonnable. On ne peut pas arriver à de tels actes, à de telles menaces au niveau du personnel syndical. Alors, toujours sur la question de l'eau, un micro-trottoir, pour savoir un peu comment le Guadeloupéen perçoit ces coupures récurrentes et incessantes d'eau. Le micro et la caméra de Maxime et de Stan dans les rues de Pointe-à-Pitre. Eh bien, pour moi, ce n'est pas un problème pour la grève des agents du SIAG. Le problème, ce sont les coupures d'eau d'avant. Avec déjà tous les grèves qu'ils font tous les jours là, en plus ils rajoutent l'eau et surtout l'eau c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer, donc je trouve vraiment c'est immature. Je comprends que leur situation sociale le mérite sûrement, ils ont des choses à dire, c'est normal, mais quand même il faudrait trouver une solution, c'est-à-dire que faire une tournante, faire quelque chose, éviter que tout le monde soit coupé d'eau. S'ils ont une inquiétude, c'est qu'ils n'ont pas une lecture de leur avenir. Donc c'est normal qu'ils manifestent. Parce que quand on est père de famille, mère de famille, on voit que on ne parle même pas de carrière, on parle du salaire qui est menacé. On peut faire grève, on a le droit de faire grève, mais quand même, quelque part, c'est un mot qu'on dit souvent, prendre la population en otage, c'est pas bon. L'eau, quand même, il y a des gens qui ont des enfants, comment ils vont faire? Ils vont pouvoir s'amuser à acheter de l'eau toute la journée. C'est pas tout le monde qui a des citernes chez eux. On est obligé d'acheter des packs d'eau pour se laver, pour les toilettes, c'est pas bon. Ma mère habite sur les Abîmes, c'est une personne âgée. Et regardez, c'est pour elle que j'achète toutes ces eaux et en plus de ça avec des factures que je ne comprends pas, donc c'est déplorable. Je suis en train de verser de l'eau que j'ai achetée dans les toilettes pour vider les toilettes, donc c'est pas normal. Il y a des gens qui touchent même pas assez d'argent et là maintenant ils doivent s'amuser à acheter de l'eau pour se doucher et pour faire autre chose. Aujourd'hui par exemple j'ai eu pour 20 €. C'est un budget important quand même. Et en plus les magasins ils vont augmenter leur truc d'eau comme ça. Il faut dire 200 € d'eau. J'aurais préféré payer ça à la SOGEA. Mais bon, on n'a pas le choix. En ce moment, je fais de la restriction. J'ai payé les factures jusqu'à ces derniers temps, mais là, j'ai décidé que je ne les payais plus en attendant que la situation s'arrange. Mais les factures sont là en attente. Je ne refuse pas de payer, mais tant que la situation n'est pas réglée, ce sera comme ça. On a un président de région qui a été élu il n'y a pas longtemps et il dit toujours « je travaille pour la Guadeloupe ». Et finalement, le travail de la Guadeloupe, c'est quoi ça? Cette affaire de il n'y a pas d'eau, il y a des coupures, ça continue, etc. Donc c'est pas justifié. Voilà. Claude Benfeur, merci d'être là. Vous n'êtes pas victime de coupures d'eau, vous? Ça arrive, oui, ça m'arrive, comme tout le monde. Vous en pensez quoi? Bon, c'est un sujet qui est vaste, et c'est l'échec, je dirais, de nos politiques locaux qui n'ont pas su se mettre en face des majors nationaux, qui ont laissé faire et qui ont profité du système aussi. Donc c'est notre échec, c'est l'échec des politiques locaux. C'est-à-dire que tous ceux qui ont moins de 10 ans de mandature sont responsables. C'est Comme grave. vous avez moins de 10 ans, donc... Non, c'est pas pour ça. C'est-à-dire que personne... Il y a beaucoup, comment dire, beaucoup de personnes dénoncent l'eau, mais ils sont responsables. Ouais. Si vous êtes maire depuis tant d'années, conseiller général, conseiller régional, il est inadmissible qu'en Guadeloupe on n'ait pas d'eau. C'est parce que nos politiques n'ont pas assuré et n'ont pas suivi le dossier comme c'était écrit dans le contrat. Il suffisait simplement de faire respecter les termes du contrat. Mais comme tout le monde, comme c'était la gabegie, tout le monde en a profité et personne n'a rien dit. Et pour l'instant, beaucoup de responsables, mais très peu de coupables. Hein. Et il a fallu que ce soit une députée de France et de Navarre qui vienne. Vous imaginez une commission d'enquête. Mais on sait bien ce que ça donne les commissions d'enquête. Ouais, justement, on en parle de commission d'enquête. Alors, je vous ai fait venir parce que, pour deux choses. Il y a 6 mois, vous avez sorti un article disant que le Centre des Arts appartient à tous les Guadeloupéens. Ça a été publié dans CCN, on l'avait lu, il y avait eu des réactions, ça avait bien circulé. Et puis, depuis 2 jours, une organisation politique, l'ANG, pour ne pas la citer, a décidé d'occuper de faire un squat artistique de Centre des Arts. Mais la question de là, c'est depuis 2009, le Centre des Arts est en révision, réparation, etc., etc. Et en fin de compte, Cap Excellence a mis quelques francs, quelques euros. La mairie de Pointe-à-Pitre, n'ayant pas les moyens, n'a pas pu poursuivre le projet. Que se passe-t-il pour ce Centre des Arts? Comment vous, en tant que point 3 et homme politique, vous voyez un petit peu la situation? Donc, je dirais déjà avant tout, je remercie l'ANG de remettre le sujet sur le tapis parce qu'il y a 6 mois, j'ai lancé le sujet, personne n'a réagi, je n'ai pas eu de retour de M. Jalton, de M. Durimel, sauf pour des critiques politiques. Et dans mon article, je faisais des propositions claires, hein. Oui. C'est évident. Donc merci à l'ANG parce que
la remarque qu'on peut faire, c'est que les politiques n'agissent que sous la contrainte. C'est parce que là, il y a des idées d'occuper. Maintenant, tout le monde pense au centre des arts. Mais ce que je dis, une nation ne peut pas exister sans éducation et sans culture. Et fondamentalement, on se rend compte que nos politiques font plus partie du monde de l'inculture que de la culture. C'est pour ça que nous sommes arrivés là, à ce stade. Parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de la culture. Comme M. Bangou disait qu'il était un culturel. Son père. Il ne faut pas confondre les choses. Il faut mettre les choses. Il faut donner à César ce qu'il y a à César. Alors nous sommes arrivés là parce qu'il y a trois choses. Il y a un problème d'incompétence, je dirais, de la part de l'équipe de M. Bangou, un problème d'ignorance de la part de l'équipe de M. Durimel et un problème, je dirais, de négligence de la part de M. Jalton. Incompétence parce que M. Bangou s'est lancé comme un fou tout seul dans la reconstruction de centre des arts. Il fallait le faire, mais il était déjà engagé dans la nouvelle urbaine de Pointe-à-Pitre, donc il se retrouve sans argent. M. Durimel, lui, comprend pas le problème, parce que je pense qu'il confond reggae et ganja, c'est pas de la culture, ça c'est important. Et M. Jalton, je pense que c'est de la négligence, je ne peux pas lui reprocher de le Cap Excellence a quand même investi. Non, mais c'est mal investir, c'est-à-dire que c'est un sujet qui dépasse Cap Excellence. Mais comme il y a une forme de concurrence entre les territoires en Guadeloupe, donc dès le départ, cette structure aurait dû être transférée à la région et à l'État. Il faut parce que la région n'a pas donné les fonds nécessaires. Alors, ce que je reproche à ces trois individus, ils n'ont pas su convaincre la région. Mais il faut convaincre la région. Mais oui, parce que c'est pour ça que je dis que souvent, nos politiques ne sont pas dans le monde de la culture. La politique est devenue maintenant trop prosaïque. Vous voyez, donc ils ne comprennent pas les fondamentaux d'un peuple. Et ça commence par l'éducation et la culture. Donc, ils n'ont pas su utiliser, ils n'ont pas su trouver les moyens, je dirais, ces trois personnages pour convaincre la région et l'État de prendre en charge le centre des arts. Si c'était ça dès le départ, on ne serait pas là. Vous savez qu'il y a une plainte qui a été déposée aussi. On dit qu'il y a même peut-être... Bien sûr. Alors, comment expliquer que, je dirais, les honoraires d'un cabinet d'architectes qui échoue, quelque chose qui devait être livré en 2009 ou 2010, et qui aujourd'hui, en 2021, qui n'est toujours pas livré, je dirais, ces honoraires passent d'1,5 million à plus de 5 millions. Et acceptés par Pointe-à-Pitre et acceptés par Cap Excellence. Il va falloir nous expliquer. J'espère que la justice va s'en saisir, je dirais, vaillamment et avec diligence. À l'époque, dans votre article, vous disiez déjà qu'il fallait que Cap Excellence allait nommer une commission. Oui, alors, on sait très bien, comme disait le général de Gaulle, dès qu'il y a une commission, c'est pour tuer quelque chose. Moi, ce que je reproche à Cap Excellence, et je le dis à mon ami Jalton, si cette structure-là était aux abîmes, elle serait déjà terminée. Donc c'est pour ça que je parle de négligence dans ce sens-là. Quand quelque chose se fait aux abîmes, ça se réalise. La Pointe-à-Pitre, ça prend du temps. Parce que je le dis, il faut qu'on se le dise, en créant toutes ces, je dirais, cette armada de structures administratives, il y a les communes, il y a le département, il y a les communautés d'agglomération, il y a la région, le département, il y a une forme de concurrence. Et finalement, on n'arrive pas à réaliser les choses ensemble. Il faut que chacun se mette à sa place et se dire que j'ai pas les moyens et que le centre des arts, je dirais que c'est le navire amiral de la culture guadeloupéenne. Mais c'est pas au sens simplement... Alors beaucoup de gens pensent que c'est au sens spectacle, c'est pas ça. C'est dans la formation des esprits et des âmes guadeloupéennes. Si on veut grandir, si ce peuple veut croître en toute dignité et fierté, il faut qu'il y ait un temple de la culture. Et donc, mais le souci, c'est que nos politiques ont du mal à comprendre cela, puisque ça ne fait pas partie du monde prosaïque. Alors, j'entends depuis quelques jours qu'il y a 10 salles aux abîmes, il va en avoir 10 à Bimao, il y a le Memorial Act, donc à la limite, j'ai même pu comprendre qu'on devait raser le problème c'est que ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de la culture. Je pense que, comme je disais, le Centre des Arts a vocation à être un conservatoire formé à faire des concerts, mais tout le monde ne pense le Centre des Arts qu'en termes de spectacle. Non, c'est en termes de formation d'une élite culturelle. C'est ça le Centre des Arts. Donc évidemment, chaque commune, comme je le disais, chaque commune veut son Centre des Arts. Alors on se ramène avec des enceintes avec 200 places, 300 places. Vous voyez là, on est en train de refaire Sonis. À Pointe-à-Pitre, il y a déjà la salle Tarère, il y a la salle Félix Proto, au Gosier, il y a le hall des sports. Donc dans chaque commune, et c'est ça qui pose problème. Donc tout le monde joue pour son précaré, mais on n'a pas la dimension, je dirais, culturelle pour une Guadeloupe libre. Alors, compte tenu du coût que ça peut coûter,
aujourd'hui, puisque ça c'est multiplié par 4, je crois, le prix du Centre des Arts. Est-ce qu'il faut continuer ou bien est-ce qu'il faut, comme l'a laissé entendre M. Durimel au moment, trouver une société privée qui pourrait prendre en charge ce Centre des Arts, comme ça a été fait un petit peu à Gosier avec le rôle des sports qui a non, été... ça a été mis en gestion, mais ça a été construit et géré par la mairie. Mais compte tenu du déficit de la commune aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, alors c'est pour ça que j'ai dit dès le départ, c'est pour ça que je disais que l'équipe Bangou s'est trompée, que M. Bangou, pas M. Bangou, M. Durimel n'a pas compris le problème et M. Jalton n'a pas pris le problème à bras le corps. Oui. Dès le départ, et maintenant, c'est ce qu'il faut faire, il n'y a pas d'autre solution. Vu les coûts, il faut transférer, je dirais. Parce que l'État n'a pas joué son rôle, là aussi. Mais il faut obliger, mais c'est ça le rôle des politiques. Oui. Qui est-ce qui a entendu un maire crier, gueuler à ce sujet? Personne. Oui. Personne n'en a parlé de ça. Vous voyez, mais c'est ça le problème. Personne n'est monté au créneau à l'Assemblée nationale, personne n'a écrit au président de la République, au ministre de la Culture, mettre le président de région devant ses responsabilités, parce que bon, certainement il est occupé à autre chose, mais il faut lui montrer l'utilité fondamentale, je dirais, de cet édifice. Donc c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut un temple de la culture, de la formation des artistes en Guadeloupe, et c'est le Centre des Arts. C'est simplement ça. Alors, vous êtes le leader du Grand Pointe-à-Pitre. Oui. Vous êtes relativement proche du président de région. Je ferai l'intermédiaire. Vous pouvez le dire. Non, mais je pose la question. Tout à fait, je vais l'interpeller sur ça, puisque ceux qui sont en charge, je dirais, de ces dossiers ne sont pas capacités. Parce que j'ai vu le communiqué de M. Durimel. Mais il est vide de sens. Oui. Ça ne veut rien dire. Oui. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que nous... On peut faire intervenir des entrepreneurs, et d'ailleurs, il faut faire intervenir. Mais en termes de mécénat, rappelez-vous que Notre-Dame a brûlé, le nombre de millions qui sont arrivés. Oui. Alors, et en plus, nos entrepreneurs dépendent souvent de la commande publique en Guadeloupe. Oui. Il n'y a pas de raison qu'ils ne participent pas à l'élévation culturelle de ce pays. Mais il faut lancer. Un litchi. Mais tout à fait, pour le Centre des Arts, mais géré par la région et l'État. Oui. Que chacun prenne ses responsabilités. Donc, il suffit de mettre les gens devant leurs responsabilités, leur donner des garanties. Il n'y a pas de raison que les entrepreneurs guadeloupéens, même internationaux, suivent. Donc le problème est toujours mal abordé. Le problème est toujours abordé en termes de gestion, mais le problème n'est pas abordé en termes de développement des âmes, des esprits, de la grandeur de la Guadeloupe. Oui. C'est ça qui pose problème. Parce que, en fait, alors ça n'a rien à voir visiblement, mais toutes les choses se rejoignent. En même temps, vous savez que dans 2 jours, l'ancienne ou la directrice du MAC va être réentendue. On ne sait pas ce qui va se passer. Comment vous, en tant que... Pointe-Trois, puisque ça se trouve sur le sol... Oui, vous avez vu ce problème de l'éviction de Mme Loïla Linson et peut-être son éviction définitive ou son réintégration. Parce que nous avons un problème. En ce moment, nous sommes en train de crier à corps et à cri partout qu'il faut que les compétences reviennent en Guadeloupe. Mais chaque fois que les compétences reviennent en Guadeloupe, ces compétences-là sont décriées par nous-mêmes. Oui. Il va falloir m'expliquer un jour. Est-ce qu'on veut vraiment des compétences ou bien simplement des gens qui fassent semblant? Moi, je pense que, concernant le sujet du MAC, c'est une mauvaise gestion du conseil d'administration. Oui. Vous parlez de M. Brinan? Je n'ai pas cité de nom, il n'est pas seul, mais il en fait partie. C'est une mauvaise gestion et en plus une forme de compétition. C'est qui le patron? Vous avez une directrice, c'est elle qui dirige, et vous êtes président du conseil d'administration, on vous voit une fois par an, et les grandes décisions sont prises, mais le quotidien, c'est elle qui gère. Ouais. Donc finalement, on veut des compétences, qu'elles sont là, on les refuse. Là, on parle de Mme Resson, je ne sais plus qui est-ce encore, il y a eu un problème, je sais, mais à plusieurs reprises, il y a eu un problème aussi à l'hôpital à Beaupertuis. Chaque fois qu'il y a un cadre noir, je le dis, Guadeloupéen à la tête, il rencontre des problèmes avec ses propres compatriotes. Il va falloir m'expliquer. On peut pas faire un discours et ne pas être congruent, ne pas être raccord avec ce qu'on dit. Alors, 2 petits mots quand même, rapidement, on va terminer sur la nouvelle mandature, puisque M. Harry Durimel a pris le pouvoir. Vous avez échoué au dernier municipal. Comment vous voyez un petit peu l'orientation qui est prise, puisque Pointe-à-Pitre a été victime, comme beaucoup de communes de la Guadeloupe, d'une grève de 3 mois. Vous ne venez plus au conseil municipal? Non, je ne viens pas. C'est-à-dire que non, je suis le conseil municipal à distance, puisque maintenant, pendant les périodes qu'il y a eu, c'était la Covid. Et en plus aussi, je laisse le soin à M. Durimel de travailler. Pour montrer vous n'êtes plus dans l'opposition?
Je suis dans l'opposition, mais l'opposition n'est pas là seulement pour dénoncer. On observe, c'est sa première année. Il faut le laisser travailler pour qu'il ne puisse pas dire qu'on l'empêchait de travailler. Là, je laisse travailler jusqu'à septembre. On a pris un an de retrait. En retrait, j'observe, parce que on le laisse travailler. Pour l'instant, on a vu que ça va donner grand-chose. La première chose sur laquelle je l'entendais, c'était que Pointe-à-Pitre soit propre. Il échoue. Il pense qu'on va nettoyer Pointe-à-Pitre à coup de main. Et après, quand les gens ne participent pas au deuxième coup de main, ils menacent. Donc, moi, je suis épuisé par cette mandature déjà qui n'a qu'un an, parce que c'est une mandature qui se fait dans le cri et la fureur. Et tandis que culturellement, Pointe-à-Pitre, c'est un pays calme, posé. Ce sont des gens qui ont une certaine retenue, une certaine classe. Et c'est moi, c'est ce que je reproche à M. Durimel. Vous voyez, au cours de la dernière grève, il a voulu opposer grévistes et non-grévistes. Où vous avez déjà vu ça? Alors, c'est ça que moi j'espère qu'il y a un retour au calme et pour respecter l'âme pointoise. Hier, c'est un dernier mot. Hier, j'ai reçu ici M. Eric Sian, qui est un Guadeloupéen qui vit dans la diaspora. Il disait qu'il était écœuré de voir l'état de Pointe-à-Pitre. Il y a longtemps qu'il n'était pas venu. Il me dit quand il est arrivé en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, voir l'état de manque d'hygiène, le déclin de la ville. Alors, bon, le déclin, c'est pas d'aujourd'hui. Non, c'est pas M. Durimel. Mais on s'attendait quand même depuis un an que Pointe-à-Pitre soit nettoyé. Même ça, il n'arrive pas à faire. Et c'était une promesse de campagne. Donc, il échoue. Donc, c'est clair que le problème est grave. Il y a un problème, je dirais, d'éducation. Il faut éduquer, il faut faire des campagnes d'éducation, il faut former la jeunesse dans les écoles. Parce que si on veut que Pointe-à-Pitre soit propre sur ça, et il faut aussi que techniquement, qu'on puisse mettre les choses en place. Et c'est ce qu'il n'arrive pas à faire. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, et M. Durimel n'a pas amélioré les choses. Et nous sommes très déçus déjà. On vous reverra dans un an pour refaire le bilan. Voilà, 13h29, on prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos cultureux, José Sur-le-Pin, chronique Messe et l'habitude et Martine Fazer. Et avant, on reviendra sur les résultats du bac dans un instant. Il est seulement 13h29. C'est parti pour le dernier plateau du ZCL avec les deux dames du mercredi. Je salue Martine. Bonjour. Salut Danick, t'es beau en jaune. Hein? Ça caille? C'est vrai. Oui. Ouais, ça lui va bien. Et je salue notre ami José. Ça caille? Bien, bonjour. Madame Agipon-là. On vous retrouve tout à l'heure. On va d'abord, puisqu'on est dans le culturel, mais il faut quand même penser à ceux qui font des études. C'était les résultats du bac. Ceux qui étaient encore en stress, depuis hier, le stress est passé. Mais ceux qui n'ont pas réussi le premier passage, mais j'en ai deuxième là. Au reportage, Max et Stan, on regarde. Oh là là. Ben, j'ai vu que j'étais admise avec la mention très bien, avec les félicitations du jury, ce que je voulais et je suis contente. Vraiment satisfaite et surprise. Surprise parce que je ne m'attendais pas à un aussi bon résultat. Et donc là, oui, je suis super contente. Je peux commencer mes vacances tranquilles. Je suis très heureuse de voir les résultats. C'est la concrétisation d'un long travail et d'un parcours pas facile, évidemment, par rapport à la pandémie, par rapport à toutes les difficultés qu'il y a eu, les demi-jauges. Ça n'a pas été évident, mais les enfants se sont accrochés. Ça s'est très bien passé, malgré les conditions. J'avais pas plus d'appréhension que ça et je me suis juste dit que c'était des épreuves à passer, que tout le monde était passé par là. Et ça s'est bien passé. Hein, tout s'est bien passé, le grand oral, même si c'était nouveau. Non, tout était bien. Oui, une fierté pour elle, pour le travail qu'elle a accompli, parce qu'elle a beaucoup travaillé et ça a payé. Elle a eu la mention bien, on s'attendait à la mention très bien, mais c'est déjà beaucoup. Je voulais la mention très bien et je l'ai eu avec les félicitations du jury, donc là c'est encore du bonus. Donc je suis super contente. Nous avons un très bon cru 2021. Nous avons sur le premier groupe d'épreuves plus de 97% de réussite pour le bac général et le bac technologique, plus de 85% de réussite pour le bac professionnel. Donc ce sont des taux pour ce qui est du bac général et technologique en amélioration par rapport même à l'an dernier. Et je crois que c'est aussi l'effet de la réforme, et ce qui a été dit par les jeunes filles, cette possibilité aussi de choisir ses spécialités, donc d'aller dans des domaines où on a une appétence particulière. Ça crée plus de motivation pour les élèves et ça fait évidemment plaisir de les entendre dans ce cadre. Voilà, on rentre dans la page culturelle, on va finir tout à l'heure avec Mounia, mais pour l'instant, on est dans le générique de Jojo. José, c'est parti.
Alors moi, j'y pense, c'est la première fois que je vois un chapeau. Et t'attends, un dame, on va tête mariée. Qu'est-ce qui se passe? Ou j'avais un chapeau, ou j'avais mes têtes mariées, mon pauvre, moi, avec chapeau et tête mariée. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans les messes, c'est l'habitude de nous la raconter. Généralement, les amarreuses de canne, ou bien les femmes qui travaillaient dans les champs, ou les marchandes, portaient à la fois le chapeau et le tête mariée. Alors, le tête développé, le matras, pour une raison tout simplement, on se rappelle bien que dans le code du costume, il n'est pas convenant de sortir tête nue et de montrer ses cheveux. Donc, il couvre, il cache. Et on est dans des travaux de force, dans des travaux où on va transpirer. Donc, le deuxième objectif sera d'attraper la sueur, de ne pas laisser la sueur couler et de garder la fraîcheur. Surtout le madras, qui est une matière naturelle, va garder la fraîcheur. Et le chapeau, on le mettra par-dessus parce que les bords du chapeau protégera des morsures du soleil, tout simplement. D'accord. Alors, voilà. José, dimanche, il y avait quelque chose de particulier. Alors, on va voir des images là. Il faudra nous expliquer ça. Alors, juste avant les images, après presque 2 ans où les costumes sont restés enfermés dans les malles, les costumes étaient tristes. Il n'y a pas de déconfiné. Alors, les costumes ont eu le prétexte de se rencontrer lors d'une promenade de costumes dans le Jardin des Anges à Moule, à l'occasion du Jardin des Anges. Le Jardin des Anges, vraiment. Oui, Au Moule en plus, on va dire. Voilà, le nom est adorable. Comme par hasard. Hein. Le nom est adorable, mais c'est que le lieu. Ça tombe très bien parce que Martine est là. Oui, merci. Donc, les costumes se sont rencontrés avec tellement de plaisir, des chointements de soie, de dentelle, à l'occasion de ce défilé de costumes dans le Jardin des Anges. Et c'est sûr que ce défilé, l'Académie du Cal le présente toujours avec beaucoup de plaisir, à chaque fois sous des formes différentes, mais nous sommes toujours étonnés de voir la magie qu'opèrent les costumes sur le public, la fascination qu'ont les gens sur ce costume et l'engouement qu'il y a autour de ce costume, mais cependant aussi la méconnaissance qu'ont les gens, même les personnes qui ont un certain âge, de ce costume, de son histoire, de comment il est porté et surtout comment il est devenu costume et aujourd'hui costume traditionnel, élément de notre singularité, de notre signature dans la Caraïbe et dans le tout-monde. Bien, on commence le défilé. Voilà, je vais commenter les photos avec grand plaisir. C'est parti, Jordan. Alors, première image. Alors là, nous avons Manzé Marie, alors qui est la doyenne de l'Académie du Car, et elle a eu son titre de Manzé, comme on disait à l'époque, Manzé Intel. Donc c'est Manzé Marie en nous, qui porte une robe à corps des grands jours, soulignée d'un foulard, à petits plis. Donc ce foulard qui peut être aussi un col-visite, mais là en l'occurrence, elle a porté le foulard jaune, parce que dans le code du costume traditionnel, il y a des couleurs, il y a un code aussi des couleurs. Un code couleur. Un code couleur. Et la robe rouge, généralement, se marie avec le foulard jaune. D'accord. Donc, on m'a posé souvent la question, pourquoi on n'a pas une tête unie ? Alors, la coiffe se faisait généralement en madras, et le madras n'était pas uni. Donc, toujours à petits carreaux. Par contre, on va choisir ce madras en fonction d'une couleur de la robe qu'on va chercher à mettre en évidence. Donc, elle a choisi dans des tons de rose, parce que dans sa robe, là, on ne voit pas très bien, mais sur sa robe, il y a des pois avec un cœur rose. D'accord. Et vous voyez le ruissellement de bijoux. Alors là, nous avons la veuve en grand deuil. Alors, aussi pour accompagner ces costumes, la narratrice a inventé des scènes, un dialogue repris dans des situations sociales d'antan, avec des expressions pour faire revivre cette langue qu'on a un petit peu oubliée dans sa source originelle. Et ma foi, le public a bien apprécié les commentaires. Alors, donc ça c'est la veuve en grand deuil. Ça fait 3 ans, peut-être, il y a un mot.
et 3 ans qu'à porter grand day. Ah, mon Dieu, ma déraisée, cochi en bas doulet et qu'à marcher contre tortilla doulet. C'était magnifique. C'était magnifique. Alors, ici, nous avons la vieille fille. Alors, la robe ticolet, donc on voit avec un col qui monte jusqu'au cou, des manches longues, elle arrive aux mollets. Donc, c'est une robe qui cache la majorité du corps. Donc, enfin, pas tant que ça. Hein. Les mains sont dehors, mais oui, bien sûr, je parlais des mains, Martine. Voilà, elle a le jupon, le sous-jupon, elle a... Ah si, c'est bien caché, il y a un jupon, il y a un sous-jupon, il y a un jupon par-dessus le sous-jupon, et cette robe, alors, cette robe, la robe ticolée, est en principe portée que par les jeunes demoiselles. Elles vont garder cette robe jusqu'à l'âge où elles vont entrer dans leur meuble en se mariant, ou jusqu'au premier enfant. Mais mademoiselle a ça, il y a 70 ans et 6 mois, il a porté le petit collet toujours parce qu'il a attendu le prince charmant venir chercher. Il a cliché tout petit fleur au bord de la rue, puis attendre, je t'aime un peu beaucoup, mais ça, il pas dit là, c'est qu'il met au galop un paquet prétendant qui nous fait sérénade. Mais du petit jamais, mais il pas même ça. La suite. Là, c'est baptême à petite à Milo Jean Kochi. Milo Jean Kochi, on ne peut pas te le baptiser. Ça pour qui? Si Milo pas qu'à vient la confesse et puis on l'eau d'autres bité encore. Mais quand on fait, il finit pas baptiser Timouna. Donc là, c'est la maman du baptisé. Il peut même finir à coucher gens enceinte gros ventre. Elle porte une robe tido. On voit pas bien le dos, mais c'est une robe avec le dos très court. Donc, et qui se noue juste sous le sein. Donc, la robe ainsi confectionnée permet à la femme, même enceinte, d'être encore élégante et de baptiser son enfant alors que le petit est encore très jeune. Donc, on a la jeune demoiselle Amélia qui présentait son costume pour la première fois avec tout le bonheur d'être déjà belle, n'est-ce pas? Elle porte la robe ticolée. Robe qui est destinée aux jeunes personnes. Ici, on a la marraine. On a vu la marraine au fond. Là, on a la da. La mabo. La mabo ou la da. Ah, la da. Donc, la da, la mabo, généralement, ici, on disait la mabo. La mabo avec sa coiffe calandée et l'épingle tremblante avec la mèche du premier baptisé. Et elle a le tablier, l'ange du baptisé. Donc ici, la mabo, c'est elle qui a le soin de l'organisation de la famille et surtout de porter tous les enfants sur les fronts baptismaux. Donc, la da, personnage central de la famille. D'accord. Alors, promenade de l'après-midi. Alors, sur la place, avant, c'était le lieu où il fallait être vu. Et c'est le lieu, ma foi, où se jouaient beaucoup de complots. Donc ici, nous avons la mulâtresse en costume jupe-chemise, costume doudou, ombrelle, parce que, pour rappeler, notre société est une société où la couleur de peau était extrêmement importante et la mulâtresse va protéger son teint clair par une ombrelle. Ma foi, pour garder son rang. Faut pas ébouiller. Voilà. Et surtout, pour donner aussi. Alors, l'ombrelle, c'était quand même un élément assez rare. Oui. Donc, pour montrer que, ma foi, je me distingue aussi dans mon costume et il n'est pas donné à tout le monde d'avoir une ombrelle, donc de se protéger à la fois de se faire voir. Donc, elle porte la jupe mulâtresse. La marchande. Alors là, les marchandes avec leur gouaille et leur festival de mots et de cadences. Restent des personnages quand même qui ont une place importante. Elle porte la robe à corps marchande, donc une robe à corps qui a une petite traîne qui est très longue et elle va relever cette robe avec le madras maintenu sur la hanche pour avoir plus d'activité. Puis ma foi, pour battre tout mouvement, il y a un paquet de ballons, un paquet de kalakacha. Alors, c'était une machine de feuillage. Il était arrangé à tout le monde. Et jusqu'à on tité pour faire monter Coco Pado. D'accord. Ah, ça, quoi ça veut dire. Donc là, nous voyons la mulâtresse de dos avec la traîne de sa jupe. Donc, c'est le costume doudou
qui au départ était jupe-chemise, et ensuite ça a évolué, c'est devenu corsage et jupon et panty. Donc Jordan revient, voilà. Donc on verra la particularité de cette jupe, c'est qu'elle a la traîne, ce qui va distinguer. Et à l'époque, réaliser la jupe avec la traîne demandait beaucoup plus de tissu. Donc tu affirmais ta position en disant j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir confectionner cette robe, cette jupe, qui est aussi à la fois doublée avec une autre matière. Donc même quand tu faisais danser ta jupe, on ne voyait pas l'envers du tissu. Il était généralement, l'envers était réalisé par une matière unie, assortie aux fleurs de la jupe. Donc le costume jupe-chemise de la mulâtresse. Tu peux passer. Et ici, on a une autre variante du costume doudou qui est dans une forme beaucoup plus simple. Et là, la doudou va porter le foulard sur l'épaule, foulard qui nous rappelle notre héritage hispanique, matar, qui veut dire tuer. Donc, généralement, les femmes qui portaient ce costume-là, elles n'étaient pas là que pour être jolies, elles étaient là aussi pour tuer quelques cœurs. D'accord. C'est tellement bien dit. Voilà. Donc, alors, marchande pistache, là. Oui. Alors, encore pour bien tenir la réputation de marchande, gouaille et commentaires. Pendant la manifestation, quelqu'un lui a demandé est-ce pistache là bien grillé? Il dit bandé au ok, vrai. Il y a une poche d'ouvre, son poche qui d'ouvre. C'est en verre là, son poche. Son poche pour mettre l'argent là. Pour mettre l'argent là. Mais marchande là, ça va dire au Danique. Il pas cher qu'à mettre une pommonnier. Ah, il a gardé un mi-temps, il a dit qu'on voulait encore. D'accord, ok. Tu peux passer. Donc ici, alors, on a une déclinaison de robe gaule. Donc le contexte, c'est l'intérieur d'une maison. Alors cette jeune dame, elle profite que son mari soit au putacoque pour recevoir ses amis pour anti-cacon-titisant. Donc devant le costume au premier plan, est la matinée. C'est une combinaison de la robe et de la jupe, la matinée, qui est faite en deux parties. Une jupe et une tunique qui rappelle le haut de la robe gaule. Au départ, je rappelle, ce sont des costumes d'intérieur ou des costumes avec lesquels on recevait, mais ce n'étaient pas des costumes d'apparat ou des costumes de sortie. Nous avons de dos, on voit très bien le détail de la matinée. Alors, l'autre dame à côté avec la bamboche rouge et jaune porte la robe gaule de cérémonie. Alors, cette robe gaule de cérémonie est beaucoup plus riche et beaucoup plus travaillée. Surtout, elle a une corolle de jupe de 9 mètres qui va permettre à la dame... Ah oui, 9 mètres. Alors, 9 mètres, c'est coûteux, mais à la fois, il va falloir savoir faire bouger cette robe avec ces 9 mètres. Donc, tout un apprentissage. C'est pour ça que je parlais à la fois du porter le costume, connaître et surtout comment faire vivre ce costume. Parce que ce costume n'est pas juste pour s'habiller, se cacher, mais c'est aussi un élément qui va faire vivre. Et à côté, nous avons, reviens Jordan, à côté, nous avons la robe gaule, reviens sur l'autre photo, la robe gaule empire, donc parce que le haut a repris la mode à la romaine du 3e empire, donc de son nom, robe gaule empire. Et de dos, volontairement de dos, on voit le travail des robes à corps des grands jours. Là, ces dames sortent de la messe. Alors, la messe, on allait à la messe pour prier, mais surtout pour se faire voir. Surtout. Et la dame qui porte le boa, Madame Lassa, est toujours arrivée en messe en retard. Exprès, la messe là j'ai assisé, il a assisé juste en premier rang devant pour tout le monde voir robaille et boaille. Il te reste deux photos à voir rapidement. Rapidement. Avant la pause. Alors c'est le petit garçon qui accompagne sa maman sur la place, et aussi le petit garçon de la dame qui baptisait son enfant. Donc elle avait des jeunes kyrielles d'enfants. Dernière photo générale. Et la dernière photo qui reprend un petit peu tous les costumes et le final de ce défilé qui a beaucoup plu. Voilà, c'était très beau. On prend la pause pub, on se retrouve avec Martine pendant les 10 prochaines minutes pour dire nous Kakini au niveau culturel. Martine, tu sais que le centre des arts est occupé? Oui. Oui, bon, ok. Merci. Ouais, toi aussi. On va espérer qu'il est occupé vraiment fort. Bon, pause pub, 13h55 et tout de suite après, Martine pendant les 10 prochaines minutes.
Voilà, il est 14h02, Martine, vous avez 10 minutes pour tout dire sur la culture. C'est l'avant-dernière émission. Eh bien, puisque c'est comme ça, on peut que dire en hier. Bon, ben, il a fait que. Il a fait pour on fois dépasser 6 minutes, il y a 10 minutes là. Tu dis là, c'est 6 minutes. Il a fait, là, 10 minutes, il va faire ailleurs. Ok, j'ai 10 minutes, je les prends. Ok. Danick, je te félicite pour ta chemise qui te va ravir. Elle est jaune citron. En plus, en harmonie avec le titre de Maman. Donc, rougi là. Moi, je n'ai pas rougi, mais un rougi. Bon, générique. C'est parti. Le soleil lève le matin dans le ciel là, que tous les oiseaux regrettent parce qu'ils ont content. Moi quand j'étais comme appris la divinité. Voilà Martine, rebonjour Danick et rebonjour à tous nos auditeurs ainsi qu'à tous les spectateurs. Oui. Et j'ai toujours du bonheur à être sur le même plateau que José. Ah, mais c'est un bonheur ça. Hein. Mais c'est un bonheur, mais c'est un bonheur. Vous deux, en toute façon. Voilà. Le mercredi, c'est tout le monde qui a dit ça. Je suis toujours très contente. Le mercredi même. Et je dois dire qu'en plus de ça, j'ai été extrêmement gâtée. Hein. Je ne commence pas par ça. Mon sommaire, c'est justement une grande dame qui m'a fait l'honneur d'être présente au Salon Senior qui vient de se tenir. Et puis, comment... Et puis non, pas dire rien, pas dire deux grandes dames, voilà. Ah, bon, et puis je vais faire un tout petit retour très court parce que là, nous venons d'avoir un florilège de photos de ce qui s'est passé sur ce salon senior. Ouais. Et j'ai eu aussi le grand bonheur, la joie de partager ce moment avec José qui nous a fait un grand cadeau. Il ne faudrait pas faire une journée pour faire une semaine senior. Ben, je vais y réfléchir, mais tu vas m'aider, hein, vous allez m'aider. Et vraiment, le spectacle que nous a offert, c'était pas un spectacle, mais cette déambulation de tenue créole dans le Jardin des Anges, c'était du petit lait en culotte courte. Voilà, donc j'y reviendrai. En tout cas, dans ce sommaire, je vais parler d'une grande dame et je vais parler donc du ce retour sur le Salon Senior avec un petit agenda de quelques dates où je vous convie d'être. Et cette grande dame, je la remercie au travers des ondes aujourd'hui. Elle s'appelle tout simplement Madame Georges Tarrère. On a beaucoup parlé d'elle. Elle vient d'avoir 100 ans, le 5 juin dernier. C'est une femme de cœur pour moi parce qu'elle a été la 3e marraine du Salon Senior. Mais elle a accepté, et ça c'était exceptionnel pour moi, elle a accepté de revenir sur cette 7e édition quand on sait que Madame Georges Tarrère a un certain âge, que le Jardin des Anges, il y avait une petite côte à monter quand même pour arriver. Et elle a tenu à mon bras et au bras de son fils à monter cette côte en disant mais non, c'est pas la peine de mener la voiture jusqu'en haut. Elle a été présente avec nous toute la matinée, elle a participé, elle a contribué, elle a raconté des anecdotes, c'était vraiment génial. Et je la remercie du fond du cœur parce que ça a été d'une grande générosité pour moi et vraiment un moment inoubliable et remarquable. 100 ans pour Madame Georges Tarrère, une femme qui est une grande figure féminine de la Guadeloupe, une femme qui s'est toujours battue pour le droit des femmes, un engagement politique de la première heure. Il y a un documentaire sur elle, il faut J'allais en parler, mais il ne faut pas me voler m'enlever les mots de la bouche. Hein. Tu ne peux intervenir que lorsque tu sais que je ne l'ai pas dit. Ah, d'accord. Donc, on va en dire rien. Bon, okay. Son engagement politique pendant de nombreuses années est connu et reconnu à Pointe-à-Pitre, tu le sais, j'en suis certaine. Première sage-femme de Guadeloupe qui a œuvré pour les enfants, pour la mise en place de lieux d'accueil des enfants, surveillante générale dans les services également de maternité du CHU. Elle a été ancienne maire de la ville de Pointe-à-Pitre, je l'ai dit. Donc je ne fais pas une biographie complète parce qu'il y aurait tant à dire sur cette femme. Un documentaire a été réalisé sur elle, un documentaire donc, qui s'intitule « Tout un siècle à aimer ». On en a d'ailleurs reparlé parce qu'elle est très très fière d'avoir vu de son vivant ce documentaire. Elle avait très peur de ne pas le voir, mais voilà. Et c'est un documentaire qui a été réalisé par Steve James, qu'on connaît tous, hein, bien sûr, et écrit par Anne de Tarragone et Stéphanie James, et qui raconte donc tout ce périple de Madame Georges Tarrère. 60 minutes que j'ai vu en première exclusivité, comme beaucoup parmi nous. Nous avons assisté à cette projection qui était extrêmement touchante et je pense qu'elle le mérite et je sais qu'il va y avoir une suite puisqu'il y a un livre qui va être écrit sur sa vie. Oui.
Voilà, et qui permettra d'aller encore plus loin parce qu'il y a tant à dire. Je rappelle quand même qu'elle a été maire adjointe à Pointe-à-Pitre de 1965 à 1985. Je peux dire quelque chose ? Une grande carrière politique avec des choses extrêmement fortes et marquantes qui ont changé la face de la Guadeloupe. Bien sûr, Danick, je t'accorde une demi-seconde dans mes 8 minutes. Non, c'est qu'elle a aussi des témoignages importants sous mai 67 qu'elle a vécu. Oui. Et il y a un documentaire sous mai 67 où justement on a interviewé et elle raconte des choses que beaucoup de gens ne savaient pas. Parce qu'elle était à l'époque, je crois, soit infirmière, soit assistante sociale. Elle devait être les deux parce qu'il y a un moment où elle a changé un peu de carrière. Et il a capoté ces mots-là et s'est blessé là à l'hôpital. Et c'est elle qui portait les premiers soins. Et je pense qu'elle a même eu les derniers soupirs de Jacques Nestor, qui est le premier à avoir été tué. On continue. Oui, ben c'est formidable. En tout cas, merci pour ces précisions. Mais c'est une grande dame sur laquelle on a tant à dire qu'effectivement, il est bon que chacun d'entre nous, on rapporte ce qu'on sait d'elle. Moi, c'est plus une relation intimiste que j'ai avec elle et je la remercie de m'accorder cette amitié. Donc, je vais continuer, mais cette fois-ci sur le Salon Senior, puisque je disais qu'elle est venue, elle nous a honoré de sa présence aux côtés de la marraine de cette année, qui est, tu le sais, Raymonde Pater-Taurin, qui a été formidable et je la remercie, je lui fais plein de bisous à Raymonde. Là, me voilà avec elle. Elle a été géniale. Elle nous a fait une démonstration de danse tout cisée pour nos seniors, pour les personnes qui ont peut-être des difficultés à tenir debout, à se mouvoir. Raymonde nous a fait une démonstration. Je crois que la vingtaine de participants à son atelier sont ressortis de là fatigués. Mais fatigués, je dis nous, danser cisé en patéka, croire qu'elle était lascon, ça, j'en manque à trembler tellement Raymonde fait nous danser, bouger, mais elle a une pêche, elle a une énergie, elle a une générosité en elle qui est sans précédent, je crois. Et donc tout le monde a apprécié toutes les interventions que Raymonde a faites et vraiment je tiens à la remercier. Ça a été, comme toutes mes marraines, là encore quelqu'un choisi avec le cœur, mais qui correspondait absolument au thème de cette année, qui était la transmission. Elle a transmis et le travail de l'Académie du Cas aussi a été de transmettre au travers de ses tenues créoles, de ses costumes, de la première heure jusqu'à aujourd'hui, de sorte que nous ne perdions pas ce qui est le nôtre, c'est-à-dire notre patrimoine. Justement, tu avais un tout petit mot que tu me disais tout à l'heure, José, sur ces costumes créoles. C'est qu'on peut les utiliser au quotidien, il ne faut pas oublier ça. Tout à fait. Et j'invite toutes les femmes à... Alors, je ne dis pas un costume dans le pur jus de la tradition, même si c'est un costume qu'on doit connaître, mais aujourd'hui, il existe des formes allégées, des formes contemporaines, et ce costume, Martine, il a morphoisé. Donc, il a morphoisé. Vraiment, c'est un costume à porter. Il faut le porter. Et puis, je voudrais vous dire que lors de ce Salon Senior, c'est José qui a fait la maîtresse de conférence. J'ai fait une photo avec elle, justement, qui la montre dans sa tenue de conférencière. C'est extraordinaire. Et vraiment, je crois que si vous avez besoin de quelqu'un pour vous animer un événement marquant, culturel, mais surtout où il est question de patrimoine, faites appel à José Turlepin. Je crois que là, on a trouvé notre maîtresse de conférences sur ces domaines-là. Encore une ou deux photos pour montrer l'ambiance que nous avions sur ce salon. J'ai montré Madame Georges Tarrer, je ne sais pas si on l'a passé cette photo. Oui, on a vu. Donc avec José, effectivement. Et puis peut-être il y a encore une photo, voilà, de groupes de danse et d'animateurs qui ont participé. Donc nous n'avons pas eu tout le public que nous souhaitions, mais nous avons eu un public de qualité, un public qui est resté longtemps, un public qui s'est amusé, un public qui s'est donné, qui a apprécié les conférences. Et je remercie également Viviane de France, Viviane Million de France, qui a été également l'une des conférencières, Naïla qui est venue parler donc du maintien à domicile, l'ensemble et surtout la chambre notariale qui nous a fait sans compter, qui a donné de son temps pour expliquer aux gens la nécessité de transmettre de son vivant, parce que l'indivision est en train de tuer la Guadeloupe et en train de démolir nos relations parentales, enfin en famille. Je vais passer à un autre sujet qui est celui de la peinture rapidement. J'ai été hier à l'ouverture de l'exposition Résidence de Thierry Allais à l'hôtel Awarak Beach. Tu sais que cet hôtel... C'était mardi. Alors, le vernissage était hier pour, on va dire, les gens de milieu culturel. Ça s'ouvre Ça continue ce soir. À partir de ce soir. Une résidence qui va durer jusqu'en septembre, début septembre. L'hôtel Awarak est en train de vraiment prendre une place importante dans la culture. Sur le centre des arts, on l'a dit. De la Guadeloupe. Il y avait une place à prendre. Cette place, ils s'y sont engouffrés. L'hôtel, déjà, à lui-même, devient un lieu
lieu d'art dans la mesure où l'ensemble des expositions qui y sont de manière permanente, des œuvres qui ont été achetées par l'hôtel, par M. de Saint-Luce et sa femme, et qui en font déjà un lieu d'art en lui-même, recueille et accueille un certain nombre de manifestations tout au long de l'année, et celle-ci en est une. On termine, Martine. On termine. Oui. Je voudrais juste dire encore un tout petit mot, si vous le permettez. Je vais parler de deux choses. Dans l'exposition de Thierry Allais, ça s'appelle O, c'est un projet de Thierry Allais, vous pouvez aller le voir à l'hôtel. Et puis cette marche culturelle de Raymond de Pater-Tourin, qui nous propose une drive expérimentale qui se tient au moule. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai choisi, mais c'est dans le cadre des 90 ans du CSM, oui. Cette fois-ci. Plusieurs sites remarquables, 8 vont être visités au travers d'une visite étonnante et expérimentale, danse, chant, poésie, à découvrir. Et la particularité, c'est que c'est le 11 juillet, 5h du matin, 5h15 le départ, au site de Watibitibi, chaussures, eau, protection solaire, etc. Et vous allez vivre quelque chose, une expérience, je pense, inoubliable. Et je terminerai avec un autre chouchou qui s'appelle Georges Aurévelas, qui est, on le sait, un designer bois hors pair de Guadeloupe. Et il vous invite à sa prochaine exposition ce vendredi 9 juillet à la galerie by Tony Quimper. C'est 2 rue Barbès à Pointe-à-Pitre. L'état du monde, fragment, avec tous les bijoux qu'il sait faire et dont il sait habiller les femmes et notre maison. Merci Martine, 14h13, presque 15, rapidement, Haïti, je l'avais dit, on a un petit son à écouter par rapport à la mort de Jouvenel, notre correspondante là-bas en Haïti, à Deloin, nous dit, on écoute ça très rapidement avant de se quitter. Bonjour, bonsoir, amis téléspectateurs et internautes de ZCL News. La mauvaise nouvelle est tombée sur Haïti. Le président Jovenel Moïse, 58e président de la République d'Haïti, a été assassiné en sa résidence privée à Pèlerin 5, quartier résidentiel de Pétionville, vers 1h du matin, ce mercredi 7 juillet 2021, par un commando armé. On signale que les hommes armés parlaient anglais et espagnol. Sa femme, Martine Moïse, grièvement blessée par balle, a été évacuée d'urgence à l'hôpital pour prendre soin que nécessite son cas. Cependant, pour l'instant, on attend les précisions des membres du gouvernement autour des rumeurs faisant croire que la première dame du pays n'a pas pu survivre à ses blessures. Le Premier ministre Haït Claude Joseph, qui a confirmé l'information, appelle la population à garder son calme. Selon lui, tout est sur contrôle par des forces de l'ordre du pays, à savoir la PNH et les forces armées d'Haïti, rassure le chef du Conseil supérieur de la police nationale CSPN, indiquant au passage que toutes les mesures seront prises afin de garantir la continuité de l'État et protéger la nation. Monsieur Moïse a été élu le 7 février 2017. Très contesté par plusieurs secteurs de la vie nationale, presque 3 ans de mouvement de protestation pour dénoncer son implication dans les fonds du Petro-Caribé et la mauvaise gestion du pays. Depuis environ 3 ans, l'insécurité bat son plein. Plusieurs massacres ont eu lieu sur la population civile dans des quartiers populaires à répétition, à Bel-Air, et non loin du Palais National, à Martissan, Carrefour-Feuille, La Saline, Bas-Delma et récemment à Delma 32 et à Crissois, qui font état de 15 morts où 2 journalistes ont été lâchement assassinés il y a 8 jours. Dans l'année 2020, les puissants chefs gangs armés de la capitale haïtienne se sont fédérés, ayant à sa tête l'ex-policier Jimmy Cherizier alias Barbecue. En fin de 2020 jusqu'au mois de juin 2021, plusieurs centaines de cas de kidnapping ont été répertoriés. Plusieurs policiers assassinés, des sous-commissariats et antennes de police étaient ces derniers jours les cibles des gangs armés. Sous le quinquennat de Jovenel Moïse, 5 journalistes ont été assassinés, plusieurs autres ont été évacués vers d'autres pays et pour prendre asile. Toutes ces violences ont eu lieu sous le regard passif des autorités gouvernementales et policières. Pour l'instant, la situation est très critique. Une peur bleue auprès de la population. La circulation est quasiment paralysée. La population reste chez elle. Marché public, entre autres, ne fonctionne presque pas. Il faut dire que l'assassinat du président Jovenel Moïse survient 3 ans, jour pour jour, où l'instabilité régnait dans le pays avec le phénomène de pays loc, les 6 et 7 juillet 2018, où il y a eu des émeutes. Pour l'instant,
le pays est plongé dans un chaos total. Tout le monde s'inquiète sur ce que demain sera fait. Il est à noter que l'assassinat du 58e président d'Haïti est mort. Il est à noter que le 58e président d'Haïti est mort à l'âge de 53 ans. Lovely Stanley Numa pour ZCL News depuis Port-au-Prince, Haïti. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On a reçu Auguste Join, écrivain haïtien qui a parlé d'Haïti. On vient d'écouter notre correspondante là-bas en Haïti, Lovely Numa. Marie-Line Dabrion, auteur de ce livre qu'il faut absolument lire, Folie douce et fou, enragé, était aussi notre invité. Et qui est d'ailleurs, Claude Barfleur de l'opposition municipale à Pointe-à-Pitre était aussi notre invité. Il a parlé du Centre des Arts. Et puis on a eu notre grosse page culturelle depuis 13h35 jusqu'à qu'on y est là, avec José Turlepin, Martine Fazer, les deux potomitans de la culture dans le ZCL et au niveau même international, parce que quoi, vous n'êtes pas en Guadeloupe. Mais non, il n'y a pas, vous êtes en Guadeloupe. Hein. Donc, nous pas seulement au niveau national, mais au niveau international. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, à partir où? D'avion pour aller rencontrer notre fan club là-bas. Effectivement, elle a un fan club là-bas. En tout cas, on se retrouve demain. La réalisation était assurée par Jordan, assisté de son assistante préférée. Je vais parler de Taneli. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve à 12h, on entend même là, même côté là, et les autres m'ont béni, même chemise là. Hein.